Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux cas de procès les plus insolites jamais filmés. Des tribunaux du monde entier ont été le théâtre de moments vraiment inattendus et déconcertants, parfois hilarants et parfois tragiques. Si vous pensiez que la justice était toujours un lieu de sérieux et de gravité, préparez-vous à être surpris. Alors, installez-vous confortablement et commençons ensemble à évoquer ces moments judiciaires hors du commun. Nous commençons par une scène qui s'est déroulée dans un tribunal du district Cherbinsky, à Moscou, où un incident vraiment inhabituel s'est produit. Un jeune homme mis en cause tentant de s'échapper par le plafond de la salle d'audience. Il s'agit de Leonid Greiser, âgé de seulement 18 ans. Durant le procès, il a été placé dans une cage en verre pour des raisons de sécurité, mais malgré cette précaution, il a tout de même trouvé le moyen de se libérer. En effet, il a essayé de se hisser vers un trou dans le plafond, sous les regards choqués de l'assistance. Et il faut dire, tout semblait aller comme sur des roulettes pour lui, jusqu'à ce que 3 policiers déterminés interviennent. Leur mission ? Stopper coûte que coûte cette échappée spectaculaire. Le jeune homme a alors été repoussé à coups de matraque, et malgré ses efforts pour s'évader, ils l'ont maîtrisé avec l'aide de tasers. La tentative s'est terminée de manière pour le moins comique. Greiser, tiré hors du plafond, perd son pantalon dans cette escapade. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi un jeune homme menotté a été placé dans une cage en verre, comme s'il pouvait être aussi dangereux qu'Hannibal Lecter. En fait, Greiser était accusé d'un acte monstrueux, le meurtre barbare de sa sœur Ariada Korol, avec qui pourtant il s'entendait très bien. Mais alors quel a été le mobile du crime ? Eh bien, suite à son arrestation, il a affirmé que c'était Satan qui l'avait poussé à agir de la sorte. Selon certains témoins, il avait dessiné des symboles étranges avec le sang de sa sœur avant l'arrivée de la police. Et quand les forces de l'ordre sont intervenues, sa justification était simple mais très troublante. Il avait fait ce qu'il croyait nécessaire. Une chose est sûre, ce jour-là, le tribunal de Moscou a été le théâtre d'une histoire à la fois tragique et surréaliste, dont on se souviendra longtemps. Voici l'histoire d'une mère généreuse qui a pardonné l'impardonnable. Mais tout d'abord, laissez-nous vous présenter Suleiman Ahmed Abdul Mutakalim, un homme de la marine et aussi un homme de foi, et qui est incroyablement altruiste. Il vient d'une famille fière de son héritage militaire. Pourtant, malgré toutes ses qualités, alors qu'il rentrait un jour chez lui avec un repas pour sa famille, une balle, tirée par de jeunes inconnus le 28 juin 2015, a mis fin à ses jours. C'est terrible, mais ce qui vous surprendra plus encore, c'est la réaction de sa mère, Rukiye Abdul Mutakalim. Après avoir fait son deuil, cette femme au grand cœur a réussi à pardonner aux jeunes criminels qui ont tué son fils. En effet, selon elle, les assassins n'étaient que des enfants, eux-mêmes victimes de leur traumatisme, qui ont eu trop facilement accès aux armes. Ils ne sont pas les vrais responsables. En revanche, elle dirige sa colère vers ceux qui permettent la prolifération de la violence armée. Car, vous le savez sans doute, ces tristes événements sont monnaie courante aux États-Unis, où le nombre de victimes de la violence armée se compte par centaines chaque jour. Rukiye poursuit donc son combat, pour son fils, mais aussi pour toutes les victimes, et pour les familles qui n'ont pas encore été touchées par ce fléau. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Poursuivons. Imaginez un homme qui fut autrefois trader à Wall Street, et qui est aussi un aventurier qui a gravi le mont Everest et exploré les jungles d'Asie du Sud-Est. Ce portrait surprenant est celui de Michael Marin, 53 ans, dont la vie a pris une tournure tragique. Tout commence par une accusation. En effet, Marin est accusé d'avoir volontairement incendié son luxueux manoir de Phoenix, estimé à 3,5 millions de dollars. Curieusement, après avoir déclenché l'incendie, Marin, vêtu d'une combinaison de plongée sous-marine, s'est échappé du 2e étage à l'aide d'une échelle de corde. Mais pourquoi donc un homme qui a si bien réussi dans sa vie ferait-il cela ? Eh bien, les procureurs émettent une théorie simple mais plausible. Le désespoir face à une hypothèque impayable. Mais attendez, le plus surprenant a eu lieu durant le procès. En effet, à l'intérieur de la salle d'audience à Phoenix, alors que le verdict de culpabilité pour incendie criminel est prononcé, Marin semble absorber quelque chose. Et quelques instants plus tard, il s'effondre et est en proie à de violentes convulsions. Transporté d'urgence à l'hôpital, il y décède malheureusement peu de temps après. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, la famille du défunt reçoit un email tardif, écrit par Michael de son vivant, et où celui-ci avait rédigé les détails de son testament, juste au cas où. Tout cela était-il prémédité ? Une autre découverte inattendue incite à y croire. Et pour cause. Une cartouche où il y avait étiqueté le mot cyanure a été retrouvée dans sa voiture. Le mystère est quasiment éclairci. En dépit d'une existence luxueuse, remplie de belles activités,
Michael a donc mis fin à ses jours en absorbant du cyanure durant son procès. En 2020, au tribunal de Las Vegas, un juge s'est rendu coupable d'un geste qu'il est très rare d'observer venant d'un homme de loi et dans un endroit aussi solennel. En effet, ce juge, qui se nomme Richard Scotty, a été au cœur d'un vif scandale pour avoir, dans un accès de colère, lancé le livre de Constitution américaine contre un mur de la salle d'audience. Tout commence en 2017, lors du procès d'un homme accusé d'attirer des enfants avec des bonbons pour ensuite les agresser. Le cas est sensible, comme vous le voyez. Mais voici la cause de l'emportement du juge. Lors de la sélection du jury, une infirmière avoue qu'elle ne peut pas être impartiale, car son métier l'expose souvent à la maltraitance des enfants, et cela pourrait influencer sa capacité à juger de manière objective. Notre juge colérique n'a pas du tout apprécié cette excuse. En effet, il suspectait cette femme de vouloir échapper à ses responsabilités de juré. Et alors, l'inimaginable se produisit. Dans un accès de frustration, Scotty jette la Constitution contre un mur. Cette action, immortalisée par la vidéo de la salle d'audience, devient virale et plonge le public et les médias dans la stupéfaction. S'il est évident que Scotty a perdu son sang-froid, la question demeure. Dans quelle mesure cet acte est contraire à l'éthique du système judiciaire ? Eh bien, la réponse nous vient de la commission du Nevada. Celle-ci a justement accusé le juge de n'avoir pas respecté les normes d'éthique en vigueur. Car un juge, en tout état de cause, en doit se montrer toujours indépendant, intègre, impartial, patient et courtois. De ce côté-là, le juge a été loin du compte. Cependant, à sa décharge, Scott a admis et exprimé des remords quant à sa perte de sang-froid, tout en assurant qu'il avait toujours voulu assurer un procès équitable. Connaissez-vous Ricardo Clément ? Probablement pas, car il s'agit d'un surnom. Et ce surnom cache un très lourd secret. Ricardo Clément était en réalité Adolf Eichmann, l'un des pires criminels de guerre nazie. En Argentine, Eichmann avait réussi à construire une nouvelle vie. Travaillant dans une usine, il passait inaperçu, entouré de ses voisins qui ne soupçonnaient rien de son passé monstrueux. Mais le poids de ses actions en Europe n'était jamais bien loin. Et bien que l'ancien continent soit à des milliers de kilomètres, la mémoire collective, elle, ne connaît pas de frontières. L'opération secrète qui a conduit à sa capture fut minutieusement planifiée par le Mossad, le service de renseignement israélien. Et lors de son procès à Jérusalem, l'attention mondiale était focalisée non seulement sur lui, mais aussi sur les témoignages de ceux qui avaient survécu à l'horreur. Ce ne fut pas seulement le procès d'un homme, mais celui de tout un système de haine diabolique et d'inhumanité. D'ailleurs, la décision de le juger à Jérusalem revêtait une symbolique forte. C'était en Israël, un pays né des cendres de la Shoah, qu'Eichmann devait répondre de ses crimes. Les débats étaient passionnés et le monde entier assistait à un moment historique. Au-delà du procès, ce fut aussi une occasion pour plusieurs survivants de partager leur histoire, de porter témoignage. Pour la première fois, de nombreux faits sur la Shoah ont été mis en lumière et ces révélations ont ébranlé le monde. Et pour cause, les récits des atrocités nazies racontés par les survivants de la Shoah émeuvent tous les cœurs. Et des voix auparavant silencieuses s'élèvent, depuis les simples citoyens jusqu'aux combattants des ghettos. Il faut dire aussi que les crimes d'Eichmann sont innombrables. Il a, entre autres, orchestré jusque dans les moindres détails la déportation de milliers de juifs vers des camps de concentration. Ses plans minutieux et diaboliques témoignent de sa cruauté. Et de plus, il ne se limite pas à la haine des juifs, car il a participé aussi à la déportation des tziganes, et il s'est rallié à plusieurs organisations criminelles. Il était influent, et sa mainmise sur le pouvoir était totale. Heureusement, la justice a été rendue, et le verdict est sans appel. Il est condamné à mort par pendaison. Et le 1er juin 1962, son corps est incinéré et ses cendres dispersées dans les mers. Dans les drames qui se jouent à l'intérieur des salles d'audience, certaines histoires se démarquent des autres. Celle-ci va vous glacer le sang. Voici ce qui s'est passé. C'était un début de journée ordinaire. Le soleil se levait à peine sur Strongsville, à l'Ohio. Vers 6 heures, la police découvre une Toyota Camry, complètement accidentée dans une intersection. Les 3 occupants à l'intérieur sont inconscients et semblent ne pas respirer. Parmi eux, Mackenzie Shirilla, 19 ans, et à ses côtés, 2 garçons, dont l'un est son petit ami. Eh bien, malheureusement, les 2 garçons ne se réveilleront jamais. Mackenzie, la conductrice, a quant à elle échappé à la mort et elle a été jugée pour le meurtre de ces 2 jeunes hommes. Cependant, ce n'est pas une simple histoire d'accident de voiture. En effet, la juge Nancy Margaret Russo, du comté de Cuyahoga, souligne le caractère étrange de ce drame. Selon elle, le choix de route de Mackenzie n'est pas anodin. Il s'agit d'un itinéraire sombre qu'elle avait emprunté exprès, et elle roulait précisément à l'aube, quand les témoins potentiels sont encore rares, mais pas totalement absents. Et comme si cela ne suffisait pas, elle avait accéléré juste avant l'impact. Vous le devinez,
C'était comme si Mackenzie avait tout calculé. Enfin, les vidéos présentées lors du procès ont clarifié la situation. Mackenzie avait délibérément provoqué cet accident mortel, probablement pour mettre fin à sa relation toxique avec son petit ami, qui, rappelons-le, n'a pas survécu. Le verdict est donc sans appel. Mackenzie est accusée d'homicide volontaire, et en apprenant la sentence, elle est au désespoir. Dans les annales des procès insolites, celui-ci a certainement sa place. Il y a des affaires qui attirent l'attention, et qui vous font vous demander « Comment cela est-il possible ?» L'affaire Quincy Tuttle est l'une d'entre elles. Quincy, un garçon de 11 ans, étudiant en 6e année à Frontier Middle School, avait tout l'air d'un enfant typique de son âge, même s'il était plus turbulent que la moyenne. Mais un jour d'octobre, sa vraie nature s'était révélée. Cet enfant avait apporté à l'école non seulement une arme à feu, mais plus de 400 cartouches et une gamme complète de couteaux de cuisine. Mais pourquoi? La raison, aussi déconcertante soit-elle, est liée à une simple insulte. En effet, un camarade de classe avait traité l'ami de Quincy de gay. Et ça, pour Quincy, ça ne passe pas. Alors que l'on pourrait s'attendre à une réaction enfantine typique, la réponse de cet enfant de 11 ans a été disproportionnée. De plus, des documents judiciaires ont révélé que Quincy avait peut-être planifié de s'en prendre à 2 autres étudiants, et pas seulement à celui qui avait lancé l'insulte. Si le cas de ce garçon est aussi connu, c'est surtout pour son comportement au tribunal pour mineurs devant la commissaire Jennifer Snyder. En effet, après avoir entendu qu'il resterait en détention, Quincy, bouillant de rage, l'a insulté et a causé un esclandre incroyable en refusant de quitter la salle. Le personnel de sécurité a dû l'escorter de force, pendant qu'il criait en jurant « Ne me touchez pas !» Mais qu'est-ce qui l'a conduit à cet accès de colère? Eh bien, il faut noter que Quincy avait des antécédents de problèmes de gestion d'émotions, surtout lorsqu'il était confronté à l'autorité. Ces problèmes étaient exacerbés par le fait que sa famille avait ignoré les recommandations des professionnels de santé mentale. Si vous pensez que cette histoire s'arrête là, détrompez-vous. Car Quincy avait en fait dérobé les armes à ses parents quelques jours avant l'incident à l'école, et il n'hésitait pas à parler ouvertement de ses intentions sinistres à un ami. D'ailleurs, s'il a tardé à passer à l'action, c'est uniquement parce qu'il ne savait pas encore comment utiliser l'arme. Tout cela aurait donc pu se terminer en tragédie sanglante. Fort heureusement, la mère avait remarqué la disparition des couteaux de cuisine et a alerté l'école. Depuis, cette histoire a évidemment capté l'attention du pays, et la question demeure: comment de si jeunes garçons peuvent-ils être poussés à de telles extrémités aux États-Unis? Dans une salle d'audience du Nevada, l'histoire insolite de Monica Contreras, âgée de 28 ans, a agité l'opinion publique. Et ce n'est pas sans raison. Car en fait, la journée qui aurait dû être comme une autre pour cette jeune femme en procédure de divorce a pris une tournure inattendue. C'était en août 2011 que les faits se sont déroulés. À l'époque, Monica Contreras s'était retrouvée dans une pièce adjacente à la salle d'audience. C'est alors que Ron Fox, un maréchal, s'est permis de palper les endroits intimes de la jeune femme en prétextant une fouille de drogue. Choquée, comme on peut le croire, d'autant plus qu'il n'y avait aucune femme dans la pièce, Monica décide de rapporter l'incident devant le tribunal. Mais, au lieu de recevoir de la compassion, elle s'est confrontée à l'incrédulité générale. Fox, tentant de sauver sa peau, ordonne son arrestation pour de prétendues fausses allégations et insiste pour qu'elle se rétracte publiquement. Mais, courageuse, Monica persiste. Le comble de cette scène, c'est que la juge Patricia Donninger, au lieu d'intervenir, s'occupe distraitement de la petite fille de 2 ans de Monica, présente ce jour-là. Cependant, la plaignante ne reste pas silencieuse. Sa détermination à chercher justice conduit à une enquête de 6 mois, et Ron Fox a eu CE qu'il méritait. Il a été licencié. Et l'enquête s'était même étendue à d'autres employés suspectés d'avoir tenté de dissimuler l'affaire. L'histoire finit bien, une mère divorcée, agressée sexuellement et cherchant justice, d'un côté, et de l'autre, un système judiciaire qui, momentanément, a failli. Mais grâce à la ténacité et la voix de Monica, la vérité a émergé. Un événement tragique et insolite a secoué le comté de St. John's le jour de la fête des mères en 2021. Hayden Fucci, alors âgé de 14 ans, commet un crime absolument barbare. Il prend la vie de Tristin Bailey, une jeune fille de 13 ans, sa camarade de classe qui lui faisait confiance. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il l'a poignardée à 114 reprises. Fucci a alors plaidé coupable avant même le début du procès, et d'après les témoignages, il ne manifestait pas beaucoup de regrets quant à son crime. Malgré cela, la famille de Fucci plaidait pour sa réhabilitation. En effet, la grand-mère du criminel croyait fermement que, malgré la gravité de ses actes, un accompagnement thérapeutique pouvait le remettre sur le droit chemin. Elle a d'ailleurs envoyé une lettre au juge pour expliquer cela, mais c'est en vain, car au terme de cette triste affaire, le jeune Fucci est condamné à la prison à vie. Bien qu'il soit mineur,
il ne sera éligible à une révision de peine qu'après 25 ans. Une décision lourde, à l'image de l'acte qu'il a commis. Dans une clinique médicale d'une prison, au comté de Sedgwick, une scène chaotique s'est déroulée en 2008 et qui allait donner suite à un procès vraiment étonnant. Tout commence lorsqu'un détenu, Gaines, attendait que sa glycémie soit vérifiée par le personnel soignant. Soudain, il se querelle avec un autre détenu. Selon les autorités, suite à la dispute, un député du nom d'Iglin intervient pour calmer Gaines, mais ce dernier devient violent, résiste aux ordres, tente d'attaquer les officiers et profère même des menaces. Gaines devenait incontrôlable. Interrogé sur ces faits, Gaines a une version différente de l'histoire. Selon lui, il se protégeait simplement d'un autre détenu agressif lorsque Iglin est intervenu de manière brutale et non souhaitée. Lors de son procès, Gaines est condamné à 162 mois de prison. Cependant, il ne s'arrête pas là. Gaines conteste violemment ces accusations et allègue divers écarts de conduite tant de la part des procureurs que de ses propres avocats. C'est là que l'histoire prend un tour encore plus étrange. Gaines dépose une requête remettant en question l'intégrité de son propre avocat, insinuant qu'il n'a pas bien fait son travail pendant le procès et l'appel. En effet, selon Gaines, l'avocat aurait omis des preuves cruciales et n'aurait pas suffisamment enquêté sur les témoins. Toute cette saga juridique, comme vous le voyez, est pleine de revirements, de controverses et de rebondissements inattendus. Le mystère reste donc entier. Dans le monde judiciaire, l'insolite a parfois sa place. Prenons le cas de Joseph Ziller, une affaire qui a secoué la Floride. Nous sommes en 1990. 2 vies sont brutalement ôtées. Robin Cornell, une enfant de 11 ans, et Lisa Story, une femme de 32 ans. Les 2 victimes, retrouvées sans vie dans leur appartement, laissent derrière elles une énigme qui hantera longtemps la conscience de Jeanne Cornell, la mère de Robin. Cette dernière, absente la nuit des meurtres, avait confié son enfant à Story. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Près de 3 décennies s'écoulent, et l'affaire est oubliée, reléguée dans les tiroirs de la police. Du moins, jusqu'à 2016. En effet, cette année-là, Ziller est appréhendé pour un autre crime, et par un pur hasard, un échantillon d'ADN révèle qu'il existe un lien entre lui et la scène de crime de 1990. La réouverture du procès dévoile alors des éléments à peine croyables. Le procès s'ouvre, et au tribunal, Ziller, avec une audace déconcertante, propose sa propre théorie. Selon lui, son ADN se trouve sur les lieux car il avait eu une aventure avec Jeanne, quelques mois avant le drame. Pire encore, il traite la pauvre mère de cochonne pour appuyer son alibi farfelu en prétendant qu'elle ne lavait jamais ses draps. Cette accusation, Jeanne la réfute avec véhémence et elle affirme n'avoir jamais croisé ce sinistre personnage avant le procès. Mais la comble de l'étrangeté est atteint lorsque Ziller se présente à une audience avec le killer, inscrit sur ses dents et ostensiblement affiché chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Une bravade peut-être, ou un geste provocateur envers la mère endeuillée qui assistait au procès, déterminée à voir la justice rendue. Lors de son verdict, la tension monte d'un cran et Ziller, dans un élan de rage, attaque son propre avocat, mais cela ne change rien à la tournure du procès. Car, après une longue attente, Ziller est condamné à mort. Michelle Lake est une mère de 3 enfants, dont l'histoire est bien triste. À 35 ans, elle s'est retrouvée au centre d'une fâcheuse affaire judiciaire dans le comté d'Hamilton. En effet, elle est accusée d'avoir provoqué un accident de la route en 2018 et d'avoir causé de graves blessures à 2 personnes. Elle était donc dans une très mauvaise posture. D'autant plus que l'une des victimes, Jody, a témoigné de l'effet dévastateur de cet accident sur sa vie. Elle a décrit une douleur persistante et des traumatismes émotionnels qui la hantent chaque jour. Mais le pire était à venir. Lors de l'enquête, il a été révélé que la coupable était sous l'effet de plusieurs substances illicites le jour du drame, ce qui a totalement altéré sa capacité à conduire. Rien que cela. Avec de telles charges, elle a vainement essayé de soutenir sa cause. Bien qu'elle ait exprimé des remords et expliqué qu'elle tentait de vaincre ses démons, son dossier judiciaire ne plaide pas du tout en sa faveur. En effet, elle avait précédemment été impliquée dans un autre accident en 2006, où son passager avait tragiquement perdu la vie, et elle n'avait alors écopé que de 2 ans d'emprisonnement. Figurez-vous qu'elle a même été condamnée pour un cambriolage. Avec tout ce passif, les chances n'étaient pas de son côté. Le moment décisif a été atteint lorsque le juge Dinkelacker a prononcé la sentence. Ignorant les suppliques de Michelle, il a décidé de la sanctionner avec la peine maximale, 10 ans d'emprisonnement et une suspension de permis de conduire à vie. À l'annonce du verdict, Michelle, submergée par les émotions, s'est complètement écroulée. Cette histoire met finalement en lumière les lourdes conséquences des actes impulsifs, non seulement pour les victimes, mais également pour les auteurs de ces actes. Dans une petite ville de Caroline du Sud, un événement tragique a profondément ému la communauté. Et pour cause,
Un incendie dévastateur a coûté la vie à un bébé de 14 mois, et son frère adolescent est alors soupçonné d'en être l'auteur. Jacob Matthew Morgan, 17 ans, est en effet le présumé coupable, et il se retrouve au cœur d'une épreuve judiciaire qui suscite autant de compassion que de controverses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Malgré les déclarations de ses parents affirmant qu'il dormait lors de l'incident, certains croient Jacob coupable. Et leur argument, c'est qu'il n'a pas appelé à l'aide, ni tenté de sauver son jeune frère. À la lumière de ces faits, l'accusation paraît un peu dure, vous ne trouvez pas? Elle est d'autant plus dure que Jacob est en réalité autiste, et par conséquent, sa capacité à gérer une situation stressante est problématique. Selon ses parents, lors de l'incendie, des voisins lui auraient conseillé de ne pas intervenir. Plus troublant encore, ils affirment que Jacob aurait avoué avoir allumé le feu sous la pression et les menaces, après un long interrogatoire. Quelle vérité se cache derrière ces déclarations contradictoires? Les enquêteurs, quant à eux, ont peiné à débrouiller l'affaire. La raison? Eh bien, Jacob a fourni plusieurs versions sur l'origine de l'incendie. Dans un témoignage, il a révélé qu'il avait jeté accidentellement un oreiller sur un radiateur. Plus tard, il déclara plutôt qu'il aurait lancé un oreiller enflammé. Les détails s'embrouillent et rendent la vérité encore plus insaisissable. Cependant, un élément interpelle. Jacob aurait confié à la police son intérêt pour le feu, et comment, 2 semaines avant le drame, il se serait amusé à allumer le feu dans divers objets. Devant le tribunal, en revivant ces moments, l'émotion submerge Jacob. Il pleure et s'effondre. À l'issue du procès, Jacob plaide coupable et est condamné à 15 ans de prison. Mais l'opinion publique reste divisée. Les parents de Jacob, convaincus de son innocence, déclarent « Nous connaissons notre fils. Il aimait son frère. » Dans cette histoire, le doute persiste et la frontière entre vérité et interprétation reste encore un peu floue. Ainsi se termine notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Alors lequel de ces procès insolites vous paraît le plus incroyable? Laissez vos réponses dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.